So you're telling me it's a matter of probability and odds? I was worried there was some chance involved. Well, only if you assume the player with the best hand wins. So that will be what you call bluffing. You've heard the term. Then you'll also know that in poker you never play your hand. You play the man across from you. And you're good at reading people. Yes, I am. Which is why I've been able to detect an undercurrent of sarcasm in your voice. You're now short our money is in good hands. You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan. I got the impression we were risking millions of dollars and hundreds of lives on a game of luck. Alors non, ce n'est pas James Bond que nous accueillons maintenant, mais le grand monsieur Hubert de Bois de la Forêt du Château Angélus. J'avais juste mis les lunettes parce que j'ai un spy là juste à côté d'Angélus et je voulais juste être sûr que je me préparais à lutter contre ça. Et je vous rassure qu'on est plus content de vous recevoir, vous, que James Bond. Hein? Bienvenue. Merci. Merci encore une fois d'être fois parmi nous, encore une fois, de votre générosité et de devenir un habitué de Montréal Passion 20. C'est un vrai bonheur. C'est la deuxième fois, je crois que je suis venu ici il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur de revenir d'abord au Québec, parce que c'est un peu... hier ou avant-hier, il y avait Christophe Salin qui disait ici, on n'a pas l'impression de travailler, parce qu'effectivement, ici, il y a une certaine façon de vivre. On aimerait bien la réimporter un peu chez nous en France, d'ailleurs, en ce moment, parce qu'on en manque un peu, là. Mais il y a une chaleur, et surtout, si on parle directement des vins, il y a un vrai bonheur, une appréciation des vins qui est assez unique et qui nous fait chaud au cœur pour nous qui sommes des artisans du vin. Merci, merci beaucoup. Et en plus, c'est avec les grands honneurs qu'on vous retrouve parce que depuis votre dernière visite, le domaine a été élevé au grand rang de premier grand cru classé A. Angélus a rejoint Ozone et Cheval Blanc parmi les plus grands vins de Saint-Émilion. C'est la première fois en plus de 50 ans que ça bouge dans ces strates, dans la stratosphère des vins de Saint-Émilion. Donc, félicitations. Merci. Oui, c'est... Vous savez, au-delà du fait que Angélus, c'est un lieu magique, parce que c'est une situation géographique dans un amphithéâtre extraordinaire en termes de terroir. On en a beaucoup parlé ces quelques jours. On ne fait pas de grand vin si on n'a pas de terroir. On peut faire des bons vins, on ne fait jamais de grand vin, parce que le grand vin, c'est un peu plus que la main de l'homme, c'est beaucoup plus, c'est toute l'alchimie extraordinaire qu'il y a dans le sol, les choses qui se passent, qu'on ne contrôle pas forcément, et des choses qui sont quelquefois difficiles à comprendre. Pourquoi, à quelques dizaines, centaines de mètres, on fait des choses très différentes? Pourquoi on met à Angélus presque 50% de Cabernet Franc, j'y tiens beaucoup, on en parlera tout à l'heure, et pourquoi à Margaux, à Palmer, il y a beaucoup de Merlot? Quelquefois il y a des magies comme ça, ou des alchimies qui sont extraordinaires et qui font que le vin est sans doute plus grand et plus subtil. Et puis c'est une vie, ma famille est à Saint-Émilion, vigneronne, depuis 1782, comme Sophie, nous avons une racine, des histoires, une histoire extrêmement forte. Et pour ma part, j'ai dédié toute ma vie à cette propriété familiale extraordinaire, après avoir fait et eu cette chance fabuleuse d'avoir fait mes études à la faculté d'œnologie et d'avoir eu Émile Peynaud et Jean et Pascal Ribot-Gaillon comme professeurs. Un jour, ça s'est passé d'ailleurs en 82 ou 83, Émile Peynaud vient à Angélus, donc j'étais diplômé déjà depuis 5 ou 6 ans, il vient me voir, je lui fais goûter les quelques millésimes que je n'avais pas fait d'ailleurs, et il était très, très aimable, il me dit oui, c'est bon, voilà. Et je vais à la cave et je récupère un 53, un 55, et il goûte ça, et il s'arrête et il me dit « Ah, jeune homme, là, il faut faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de spécial ici. » Alors j'ai pris ça à cœur. J'ai dédié toute ma vie à cette propriété, au monde du vin, avec bonheur, avec plaisir.
Et le fait d'avoir cette consécration, de rejoindre Ozone et Cheval Blanc, on l'a fait avec Pavie, je crois que c'est formidable pour ma famille, c'est formidable pour le vin d'Angélus, c'est formidable pour le travail qu'on a effectué. Alors il y a quand même beaucoup de travail, hein. C'est vrai qu'il y a des terroirs chaises longues, mais il faut quand même beaucoup travailler, hein, Sophie, tu le sais, parce que toi tu travailles aussi beaucoup. Alors on ne le dit pas, mais moi je dis qu'il faut beaucoup travailler, il faut travailler avec une équipe. Parce que bien sûr, Angélus c'est une famille, mais aussi au-delà de ça, il y a toute une équipe. Moi j'ai un chef de culture qui est avec moi depuis plus de 30 ans. J'ai une collaboratrice qui m'aide, je suis un technicien, je participe, j'adore ça, je me considère, les Américains ils disent farmer, hein, oui, vigneron, moi je dis j'adore ça. La vigne c'est ce qui me manque le plus quand je suis loin d'ici, loin de la propriété. J'ai besoin de ce côté passionnel, un peu charnel avec la terre et avec ma vigne, mais c'est une équipe et on ne fait jamais de grands vins tout seul, on est toujours accompagné à un moment. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup de sérénité parce qu'il y a aussi des années plus difficiles, il y a des moments plus compliqués. Il faut beaucoup de sérénité et le fait d'être accompagné par des équipes, des femmes et des hommes qui travaillent avec moi. Alors, Sophie est une vigneronne, moi je dis c'est bien. Moi j'ai des collaboratrices, j'ai une assistante collaboratrice qui est avec moi depuis 18 ans et qui contribue à la vinification. Je participe, elle est en ce moment, je l'ai tous les jours puisque les vinifications sont presque terminées, mais le fait de partir, en général, je ne pars pas trop à cette époque-là. Donc je l'ai quand même 2 fois par jour pour savoir ce qui se passe. Donc c'est très important et le fait d'arriver à cette position qui entraîne aussi certainement vis-à-vis de ceux qui sont, pour nous, ceux qui ont fait ce cru, c'est-à-dire nos consommateurs, c'est aussi sur les épaules beaucoup de charges parce que c'est bien d'arriver, d'avoir une position, de se dire on a rejoint ce qui se fait de mieux, mais derrière, je crois qu'on a un devoir incroyable, c'est de ne plus rien laisser au hasard. On ne le faisait pas, mais c'est encore plus important. Et le lendemain, quand j'ai reçu le courrier de classification, j'ai réuni toutes mes équipes techniques et je leur ai dit, c'est maintenant que ça va commencer à être difficile. Voilà. Bon, voilà. Donc, parce que là, la compétition est ultime, vous savez, et donc je crois qu'on prend ça tout à fait à cœur. C'est pas d'atteindre l'excellence qui est difficile, je l'ai, mais de la maintenir. Bah d'abord, c'est de l'atteindre, mais c'est surtout d'y rester, parce que ça, c'est dans la vie le plus compliqué, de réussir. Vous savez, des crus qui réussissent et qui font des très beaux vins, une fois, une année, c'est bien, 2 ans, c'est bien. La durée, c'est plus compliqué, et aussi d'avoir une identité. J'ai commencé à faire mon premier millésime seul, vraiment, en 1985, donc j'avais une période un peu compliquée avec mon père, j'étais dans les vignes et à l'époque je faisais des vendanges vertes. Je suis pas un fou, hein, couper des raisins c'est pas forcément ma philosophie, ma passion, mais vous savez, quand sur une vigne un peu jeune, il y a un peu trop de raisins, vous savez, on regarde, moi je regarde mes pieds de vigne comme si c'était mes gamins, puis je leur dis t'es un peu chargé, t'en as un peu trop sur les épaules, il faut quand même soulager un petit peu tout ça. Et donc, je faisais des vendanges vertes. Mais mon père, qui est un homme qui a vécu toute la période de la guerre, de l'après-guerre, qui a passé 2 ans et demi en Allemagne, a une vision un peu différente. Et en 85, il est arrivé et il m'a dit c'est pas possible, etc. Et moi, j'étais avec mes gars de la vigne, là. Et il y a un moment, je lui ai dit écoute, c'est pas possible, c'est ou toi ou moi. Donc, il y a eu un moment un peu compliqué et ça a duré, je sais pas, quelques secondes. Enfin, je peux vous dire longtemps, parce que même encore aujourd'hui, c'est encore frais dans ma mémoire. Et à un moment, il m'a dit, ben, c'est toi et c'est plus moi. Et il s'est complètement arrêté. Bon, il est toujours là, et Dieu le veut, il a presque 92 ans, il était encore avec nous, mais depuis, il est là, mais il n'a jamais pris de décision. Il m'a laissé vraiment les clés. Et donc, 2009, ça faisait 25 millésimes. Donc, quand on a mis en bouteille le 2009, j'ai fait 3 endroits où j'ai fait 3 dégustations avec 25 journalistes. Une, je ne l'ai pas fait ici, désolé, hein, mais je l'ai fait une au Japon, une en Angleterre, une à Paris, 25 double magnum d'Angélus, 25 journalistes, et on a fait une dégustation. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'au final, un peu partout, on retrouvait, dans les commentaires, on retrouvait toujours la même chose en disant « il y a un air de famille ». Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est-à-dire de garder cet air de famille. Ah bon, c'est bien. La prochaine fois, vous le ferez ici. Je ne vais pas attendre 35 ans. Hein. On va commencer avec le premier vin, le Carillon d'Angélus. Vous pouvez nous expliquer exactement? Ça provient de jeunes vignes, c'est des raisins déclassés. C'est quoi l'idée derrière le Carillon? J'aime pas beaucoup le déclassé déjà. Ouais. En le disant, je me disais, voilà. Mauvais choix de mots. Que j'allais la reprendre. J'aime pas beaucoup le nom de deuxième vin non plus, parce que deuxième vin, ça a un aspect pour moi un peu péjoratif. Faire un deuxième vin, ça voudrait dire qu'on met le reste dans la production. C'est pas du tout ça.
Pour moi, la philosophie, c'est ultime, c'est l'excellence dans les très grands vins. Donc forcément, quand je passe dans la vigne, et je goûte les raisins, et je les suis pendant toute la période de maturation, et quand on commence vraiment à goûter les raisins, et on se dit que la nature, la vie n'est jamais la même. Dans cette région de Bordeaux, ce qu'il faut savoir, c'est que la climatologie est particulièrement importante. On est d'abord une région d'assemblage, ce qui n'est pas évidemment le cas en Bourgogne. On est dans une région où la diversité des terroirs est extrêmement importante, et on est une région où la climatologie est extrêmement forte, puisqu'on a une climatologie due au golfe de Gascogne qui nous donne des millésimes, une notion de millésime qui est incroyable, dans lequel pour moi je n'ai pas de hiérarchie de millésime. Il y a des gens qui vous disent ça c'est un très grand millésime. Vous verrez tout à l'heure, j'ai volontairement choisi aussi 2007 pour montrer qu'on pouvait se faire des très grands plaisirs avec des millésimes soi-disant moins grands. Donc cette notion qui consiste à dire un deuxième vin, pour moi c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que le Carillon d'Angélus? D'abord c'est dans la dégustation, quand je passe dans ma vigne, quand je pense qu'il n'y a pas tout à fait la densité, surtout que le vin n'a pas la capacité forcément à avoir un élevage aussi long, aussi important et s'exprimer de façon aussi importante. À ce moment-là, on prend la décision de sélectionner et de mettre ces raisins dans un deuxième vin. Et à ce moment-là, enfin dans un deuxième vin, dans une autre catégorie, et à ce moment-là, avec une vinification qui est un peu différente. Vinification différente, ça veut dire que ce qui est important de faire ressortir dans ce type de vin, c'est le côté appétant, le côté croquant, le côté fraîcheur qui est important. Et donc on va avoir des vinifications qui seront un peu plus douces, bien sûr. Enfin, elles sont toujours très douces, on pourrait en parler longtemps sur la notion de gravité, d'extraction en douceur. Mais là, elles sont un peu plus courtes, encore un peu plus douces, et elles laissent venir tout l'aspect appétant et fruits. Elles sont... le Carillon d'Angélus, c'est beaucoup de Cabernet Franc. Je vous dis qu'on en avait beaucoup, mais dans le deuxième vin, il y en a presque 50% aussi, pour donner ce côté un peu tendu, frais, appétant, qui permet de se consommer assez tôt. Ce sont des vins qui n'ont pas la volonté de vieillir 30 ans. Ce sont des vins qui vieillissent assez bien une quinzaine d'années, mais qu'il faut boire comme ça dans les 15... On peut les boire très jeunes, on peut les boire au bout de 6 ou 7 ans, mais ils n'ont pas la prétention de vouloir vieillir. Si on veut attendre 15 ans, on prend les grands vins ou on prend d'autres vins, mais ces vins-là n'ont pas la prétention de vieillir pendant ce Et donc les raisins qui sont utilisés pour Carillon, ce ne sont pas... C'est basé sur une sélection selon le millésime. Vous savez, dans une propriété, quand elle est classée, en général, on classe chez nous, particulièrement Saint-Émilion, c'est l'originalité de cette région de Saint-Émilion, on classe les terroirs. C'est pas une entité, et si jamais vous voulez acheter votre voisin, vous ne pouvez pas l'inclure dans votre assiette foncière parce que vous classez les terroirs. Donc si les terroirs ont été classés, c'est qu'ils sont grands. Donc s'ils sont grands, il y aurait normalement pas beaucoup de raisons de faire de deuxième vin. Moi, je me suis toujours battu en disant, mais pourquoi a-t-on besoin de faire un deuxième vin à Bordeaux, puisque normalement, quand une vigne elle est grande, elle doit faire des grands vins. C'est naturel, et si on a des grands terroirs, c'est le vin qui prouve qu'on fait ça. Alors, l'exigence de cette... et la compétition dans le monde entier aujourd'hui nous a amené à privilégier notamment peut-être des vignes plus jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pas que ça, parce que si on a une année un peu plus pluvieuse, on va avoir des sols qui vont répondre un peu moins. Dans une année plus sèche, on a parlé tout à l'heure de 2003. Vous savez, 2003, nous, on a mis 58% de Cabernet Franc dans l'assemblage des grands vins d'Angélus. Pourquoi? Parce que le Cabernet Franc, il donne des côtés épicés, des côtés un peu mentholés, de la fraîcheur, et il venait balancer le côté un peu surmûr du Merlot. Et bien sûr que forcément, si on met beaucoup de Cabernet Franc, il y a un peu plus de Merlot à ce moment-là dans les deuxièmes vins. Donc c'est ça aussi qui nous permet de jouer un peu comme... vous savez, quand vous avez une partition, elle est jouée peut-être différemment si elle est jouée... par un Européen ou un Asiatique ou un Américain, mais on essaie de jouer toujours dans la bonne note. Et on sent vraiment, je pense que le Cabernet Franc, c'est quelque chose qui définit Angélus en grande partie. Et moi, je suis un peu vendue, je suis une grande amatrice de Cabernet Franc. Et ça me déjole toujours de voir comment parfois il est considéré peut-être comme jouant les seconds violons au Cabernet Sauvignon. Ça vaut peut-être quand même la peine de rappeler que le Cabernet Franc est parent du Cabernet Sauvignon. Hein? C'est le Cabernet Franc qui a mis le Cabernet Sauvignon au monde. Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que ce Cabernet Franc, c'est un cépage extrêmement compliqué et difficile. Donc, il n'a pas d'adaptation. Le Merlot a une capacité d'adaptation. On le retrouve un peu partout. On peut le mettre dans des conditions plus ou moins difficiles, mais il est là.
Le Cabernet Sauvignon a une capacité aussi d'adaptation incroyable. Le Cabernet Franc, il a peu de capacité d'adaptation. Si vous allez sur la rive gauche, peut-être à l'exception de Lascaz, vous avez peu de gens qui vous disent on met du Cabernet Franc dans les grands vins, parce que ça réussit pas bien. Si vous allez à Pessac-Léognan, alors là c'est pire, on vous dit qu'on le met plutôt dans les troisièmes quand on en fait. Donc, quelle gloire. Bon. Par contre, si vous allez sur la rive droite, là, c'est un cépage qui prend une importance. Il prend une importance, mais malheureusement, il a été souvent un peu arraché, malmené. Pourquoi il l'a été? Parce que comme c'est un cépage qui est, je vais vous le dire, difficile sur 3 points importants. Pour faire un grand Cabernet Franc, il faut au moins 25 ans. Avant 25 ans, on n'y pense pas. Pour faire un grand Cabernet Franc, il ne faut pas plus de 30 hecto-hectares. Et pour faire un grand Cabernet Franc, il faut avoir trouvé le sol qui lui va bien, puisqu'en fait, là, c'est assez compliqué. Cabernet Franc, il lui faut un peu d'argile, mais il ne leur faut pas trop. Les sols froids, ça ne réussit pas quand il y a trop d'argile. Mais s'il n'y a pas d'argile, si les sols qui sont un peu minces et maigres, il ne réussit pas non plus. Il s'arrête. C'est un cépage qui met du temps à repartir en fonction des conditions de météorologie. Et donc, il est extrêmement compliqué. Et pour toutes ces raisons, beaucoup de gens l'ont arraché. Parce qu'il est compliqué, parce qu'il est difficile, parce qu'on en fait moins. Mais quand il est grand, il est grand. Alors il est grand, si vous regardez sur la rive droite, il est grand aussi à Pomerol. Et c'est amusant de regarder qu'à Pétrus, il n'y a pas de Cabernet Franc, enfin, peanuts quoi. Et encore, je crois qu'ils l'ont arraché. On est sur des argiles, et à quelques centaines de mètres à la fleur, mais je dis à quelques centaines de mètres, c'est peut-être moins de plusieurs centaines. Là, il est à 50%. Il y a 50% de Cabernet Franc à la fleur. Et on est tout près. Et là, il y a beaucoup moins d'argile. Et si vous continuez, vous avez une espèce d'arc, un arc de cercle comme ça. Vous continuez sur Vieux-Sertan, vous continuez sur Cheval Blanc, bien sûr. Et après, vous arrivez sur Saint-Émilion et sur la côte, côte sud, sur des pieds de côte. Et après, sur les endroits où il n'y a pas trop d'argile, notamment aux zones, Angélus, bien sûr, vous avez beaucoup de Cabernet Franc et ça fonctionne très bien. Donc nous, on en a beaucoup. On a des vieilles vignes. On a cette chance-là. Moi, j'ai pu hériter de ces vieilles vignes de mon père, de mon grand-père, qui font que la trame du Cabernet Franc est unique, elle est exceptionnelle. Les vins sont très réguliers dans le temps, c'est-à-dire que là, on n'a pas de charge exceptionnelle, les vins sont très réguliers. Et donc, ça donne une dimension au vin extraordinaire. Le Cabernet Franc, il est tout en élégance, tout en pureté. Espèce de trame qui est une trame longue, c'est quelque chose qui est plus rectangulaire que carré. Si vous voulez, ça se prolonge dans la bouche avec une espèce de trame construite et surtout avec un côté aromatique où quand on est sur la grande maturité des Cabernets Francs, on est sur les épices. Quand on est sur la maturité bonne, on est sur le côté un peu mentholé vers le côté épicé. Et autrement, on n'en parle pas parce que c'est pas bon. Le Cabernet Franc, il est ou bon, pas bon, encore une fois. Voilà. Vous parlez de la trame du Cabernet Franc, mais aussi le parfum. Hein? Le parfum qui est incroyable, que le Cabernet Franc contribue à certains vins. Et Angélus, c'est une grosse part. Et pour moi, le parfum dans le carillon est magnifique. On va passer à l'Angélus 2010. Alors là, on est sur on est sur un bébé. C'était important, je voulais vous montrer 2 vins. Un vin qui est un vrai bébé, c'est vrai, 2010, qui est en opposition à 2009, qui est un millésime plus flamboyant, plus baroque, que j'aime personnellement beaucoup, mais j'ai une petite faveur sur 2010. Pourquoi? Parce que 2010, c'est un grand millésime classique. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début, on a l'impression qu'on avait un fil céleste et que tout ce qui s'est passé depuis le début en termes de conditions de météorologie était à la perfection, notamment ce que l'on adore, cette amplitude de température entre la nuit et le jour que l'on a eu dans toute la période de maturation qui fait qu'on a une race, une élégance dans les tanins. Donc c'est un millésime très classique pour moi, très construit, avec une grande richesse, mais avec beaucoup de fraîcheur. On a un peu plus d'acidité que sur les 2009. C'est très tramé, c'est très serré comme type de tanin, mais il y a un côté qui est toujours une caractéristique d'Angélus, c'est un côté roulant. Les tanins, moi j'appelle ça des tanins un peu cachemire, des tanins qui vous roulent sur la bouche. Même quand les vins sont jeunes, ils ont une capacité à vous donner déjà un certain bonheur, un côté roulant. Et on ressent 45% de Cabernet Franc quand même dans cet assemblage. Donc une importance du Cabernet Franc qui trame, qui finit, qui allonge et qui donne cette appétence au vin, cette construction et une notion d'élégance. Même si ce vin est jeune, même s'il est riche,
il a toujours cette trame élégante qui est son support. Ouais, c'est en effet, j'ai dit c'est un bébé, puis ensuite je l'ai goûté. C'est vrai que c'est très serré, mais il n'y a aucune dureté. Alors le vin va sans doute, là moi j'aime bien, pour ça que je vous faisais goûter ça maintenant, je pense que ces vins vont un peu se refermer un petit peu dans la vie du vin, c'est ça. Hein. Le vin n'est pas un être vivant, mais c'est un lieu dans lequel il y a de la vie, en tout cas il y a des choses qui se passent. Et donc dans l'élevage, dans la partie qui va se poursuivre au bout de 2 ans ou 3 ans, les vins vont se refermer un petit peu pour se réouvrir après. Là on est encore dans la phase où le vin se donne, dans son côté jeunesse, dans sa densité, mais où il se donne. Et je trouve que c'est intéressant de voir dans la philosophie de ce qu'on peut faire. J'ai entendu souvent parler et opposer le fait en disant on ne fait plus les mêmes vins aujourd'hui à Bordeaux ou ailleurs, on fait des vins plus modernes, on fait des vins... Mais vous savez, dans le monde du vin, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir un professeur qui s'appelait Émile Peynaud. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait des vins Peynaud, après j'ai entendu dire qu'il y avait des vins Roland, après j'ai entendu dire, enfin il y a toujours des grands vins, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde l'histoire des grands vins de Bordeaux, et qu'on peut les goûter, les vins du 18e, du 19e et du 20e n'ont rien à voir, hein. Ils ne se ressemblent pas, les choses ont changé, ont évolué, la climatologie, la façon de travailler, la précision. Donc ce que je crois, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la précision. Il faut savoir aussi qu'à une époque, on vous disait, vous savez, ça a un goût, ça a un terroir, mais c'était des goûts de défaut. Aujourd'hui, on est précis, et donc je crois que ce que l'on fait ressortir, c'est vraiment le terroir, c'est la pureté du fruit, c'est la pureté de l'assemblage des cépages, puisqu'on a une région d'assemblage. Et c'est dans ce sens qu'on a progressé. On vendange sans doute un peu plus tard qu'on le faisait auparavant. Moi, je suis un ramasseur très tardif du Cabernet Franc. Par contre, je suis un ramasseur assez précoce des Merlots. Je trouve que le Merlot, dès qu'on le garde trop longtemps, il devient vulgaire. Il devient chocolaté, il prend des goûts de pruneau, et je le trouve vulgaire. Donc, je crois qu'il faut ramasser le Merlot quand il est mûr. Je continue à dire qu'un raisin mûr, c'est meilleur qu'un raisin vert, mais un fruit, c'est bien quand c'est en équilibre, et je crois que le Merlot est très sensible à cet équilibre. Par contre, le Cabernet Franc est jamais en surmaturité. Et donc, quand on peut avoir la maturité, on attend jusqu'au maximum de ce que l'on peut faire. J'ai goûté des Cabernets Francs dans des climats très chauds dans le Nouveau Monde où on allait dans le confituré. Oui, mais le problème est différent. C'est-à-dire que là, on a des températures qu'on n'a plus. Voilà. On n'a pas cette amplitude de température qu'on a chez nous. Quand on vendange des Cabernets au 20 octobre, on ramasse des Cabernets Francs dans lesquels la nuit, il fait 6 degrés ou 7 degrés, et dans la journée, il fait 20 degrés. Quand je vinifie aussi... et au Liban et en Afrique du Sud, puisque je suis copropriétaire de cette propriété de Klein Constantia, où je vinifie bien sûr des cépages, mais j'ai d'autres expérimentations sur lesquelles on fait des cabernets. Notre problématique, c'est justement d'avoir cette maturité des tanins. Et par exemple, au Liban, je pense qu'on a planté les vignes le plus haut qui puisse exister, puisqu'on a planté des vignes à 1780 mètres, pour pouvoir avoir cette amplitude et justement éviter qu'on ait ce côté confituré ou sec un petit peu dû à un excès de température. Donc le Cabernet Franc peut être cueilli très tard, mais tant qu'il y a une amplitude thermique importante. Dans les conditions qui sont les nôtres de climatologie à Bordeaux, c'est sûr. Vous avez, depuis 2009, je lisais, commencé à érafler à la main les gras. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ça marche bien quand on érafle à la machine. Hein. Vous savez, il ne faut pas non plus... On fait des débauches aujourd'hui d'essais, c'est aussi ma passion, donc on voit la gravité. Vous savez, aujourd'hui, j'ai un chai tout à fait expérimental dans une autre propriété qui s'appelle la Fleur de Boire, qu'on n'a pas aujourd'hui, qui est unique et assez révolutionnaire, dans lequel il y a une gravité totale, un chai qui est pendulaire, avec des nouvelles cuves, avec de nouvelles formes. Bon, je crois que ça contribue à beaucoup de choses, mais on a fait des très grands vins dans les années 50 avec des cuves en ciment, avec des pompes et sans faire des grappages à la main, ça fonctionnait très bien. Donc aujourd'hui, ma passion, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin. Et le fait de dégrapper à la main, c'est encore toujours la même chose. Moins on intervient physiquement sur le fruit, moins on intervient physiquement sur le vin durant la période d'élevage. C'est pour ça que la gravité, c'est important. C'est pour ça que tous les systèmes de pompe, quand on peut les prohiber, c'est important. Et moins on intervient physiquement sur le raisin, c'est important. Ce qu'on appelle aujourd'hui les érafleurs, vous savez, les érafleurs,
ils tapent un petit peu ou ils éclatent un tout petit peu le raisin, et quand vous le regardez, les raisins, ils sont un peu brillants parce qu'il y a eu un peu de jus. Simplement pensez à quelque chose de tout simple, vous allez faire à votre marché, vous achetez 1 kilo de pommes, 1 kilo de poires, et puis vous êtes obligé de freiner, ils tombent par terre et vous les mangez en arrivant, parce qu'ils ont été un tout petit peu abîmés, il y a un phénomène oxydatif qui s'est passé, et le fruit il est moins bon que s'il avait été pris sans avoir à être tapé. Tout simplement, c'est cette réflexion qui vient que j'avais une grand-mère qui adorait les fruits. On avait un verger à l'époque, elle m'amenait et elle me disait toujours, regarde, le fruit est tombé par terre. Et là, il était mûr, mais si on l'avait récupéré avant qu'il tombe par terre, ça aurait été bien. Mais il est tombé par terre, donc il s'est blessé, et donc on a un peu d'oxydation. Donc ça m'a un petit peu travaillé les neurones, et je me suis dit, on va essayer de le faire. Alors, on ne le fait pas sur la totalité d'Angélus, parce que c'est énorme. On est 130 personnes à rafler pour faire une cuve par jour, mais on le fait sur 25 ou 30%. C'est un peu, voilà, ça permet d'avancer un peu. Je crois qu'il faut toujours se fixer quelques challenges. Est-ce qu'il est trop tôt pour voir si ça fait une différence? Oui, nous, on a bien sûr des bouteilles qui sont issues de cette cuve-là et qui vieillissent et qu'on contrôle après pour savoir. J'en ai 200 des histoires comme ça, parce que j'ai eu la chance de visiter la Bourgogne avec Michel Béthane, qui était un peu mon père spirituel, qui m'a fait rencontrer les grands bourguignons, Henri Jaillet, Denis Mortet, avec qui j'ai eu beaucoup de rencontres. Quand je suis rentré à Bordeaux, c'était au début des années 80, à faire des élevages sur lit, parce que je me suis dit, ça marche bien. Et puis j'ai pensé avoir découvert ça à Bordeaux. En fait, en discutant avec des vieux maîtres de chez, ils m'ont dit, mais on faisait ça avant. Donc on n'a rien inventé. Mais ce genre de choses, on l'a fait. On a aujourd'hui des vins qui sont embouteillés spécialement pour voir comment les vins évoluent. Et c'est toujours intéressant. Je crois qu'on progresse toujours, mais on progresse toujours par petits niveaux. Il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce métier, mais énormément d'humilité. On a fait des grands vins, les générations passées ont fait des grands vins. Nous ne sommes qu'une chaîne au milieu des autres. Tout ce que j'entends dire, vous savez, c'est bien, la biodynamie, rechercher des équilibres, mais qu'on ne puisse pas me dire qu'on fait des meilleurs vins aujourd'hui. On a fait des vins immenses dans les années 50, on en a fait avant. On n'est qu'un maillon de la chaîne. On a recherché, on a amélioré le système, à travailler plus propre, à essayer de faire des vins plus précis. Mais quelque part, il faut beaucoup d'humilité. Bien dit, bravo. On va passer au dernier vin, le troisième, Château Angélus, toujours le 2007, un millésime un peu comme je parlais tout à l'heure du 2001, qui a été un peu moins encensé, mais qui a fait des vins qui se dégustent extraordinairement bien aujourd'hui. 2007, moi aussi, c'est un millésime qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi particulièrement celui-là ou si... Non, mais d'abord, je voulais mettre un autre millésime et démontrer que sur des grands terroirs, on pouvait aussi faire des grands vins dans des années soi-disant plus difficiles, et qu'aujourd'hui, par rapport au travail qu'on peut faire de sélection, de travail dans le vignoble, je crois que si on a un grand terroir, on arrive à faire des grands vins presque tous les ans. En tout cas, il peut être différent, mais presque tous les ans. Et pourquoi j'ai mis aussi ce millésime? Parce que pour moi, c'est un millésime qui évoque quelque chose que j'aime particulièrement, c'est la gourmandise. Et voilà, c'est la gourmandise. Moi, je trouve que dans ce monde, il faut être gourmand. Mais c'est ça qui est important, je vous le dis, c'est important. Soyez gourmand. Soyez gourmand de la vie, soyez gourmand des vins. Et notre métier à nous, ça doit être des faiseurs de gourmandise, des faiseurs de rêves. Voilà, donc j'espère que dans ce millésime, moi je peux vous dire, aujourd'hui on l'ouvre avec bonheur, avec plaisir. C'est un raffinement des tanins, c'est pas un millésime monumental, mais c'est un millésime de gourmandise. Vous aviez dit d'ailleurs, puis vous l'avez répété plusieurs fois pendant la présentation, qu'il n'existe pas de petits millésimes, il n'existe que des millésimes différents. Oui, j'ai beaucoup entendu parler des enfants. Moi j'en ai 4 enfants, en plus j'ai la chance d'en avoir 3 qui travaillent avec moi, une fille qui travaille avec moi, Angélus, une autre qui travaille à la Fleur de Boire avec mon fils qui travaille aussi techniquement sur cette propriété, un dernier qui fait ses études, mais c'est comme ses enfants. Qui a dit, c'est Henri Boyot tout à l'heure qui disait que, ou je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Non, mais non, pas les bâtonnets, ça c'est sûr. De temps en temps, il faut bien les taper un peu, mais bon, pas trop fort quand même. Mais que par contre, je crois quand même que on aime bien les cancres. Enfin, ils sont aussi très doués.
ils sont aussi très doués, parce que le cancre, il vous surprend de temps en temps. Il vous donne un moment de bonheur incroyable. Celui qui est un peu délaissé, tout d'un coup, on se dit, mais il est extra, ce gamin, il est super. Et avec les millésimes, c'est pareil. Vous avez des millésimes qui sont condamnés, mais c'est terrible, ça. Mais c'est absolument terrible. C'est un vrai drame, ils sont condamnés. Et quand on les ouvre après, vraiment, si on a bien travaillé, eh ben, au contraire, on fait du bonheur, on fait du plaisir. Et il faut beaucoup de temps pour attraper des millésimes qui ont été condamnés. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour qu'on puisse les montrer, les faire déguster et démontrer qu'en fait, il n'y a pas, dans ce monde qui est le nôtre, il n'y a pas de petit vin. Et on devrait donner la chance à tous les vins quand c'est un grand vin, quand c'est un vin qui est fait dans le respect du terroir, par des gens qui respectent le terroir, de donner la chance, hein, pas comme on ne devrait pas être des buveurs d'étiquettes, on ne devrait pas non plus être des buveurs de millésimes. Tant pis pour ceux qui le sont, parce qu'ils passent à côté souvent de très grandes choses. Oui, c'est ainsi la vie. Hein. Vous savez, il y a des gens qui... ce métier, on le fait parce qu'on est passionné par ce monde. On rencontre des gens, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne le dis pas parce que je suis à Montréal aujourd'hui, on rencontre des gens qui sont absolument passionnés. Dans d'autres endroits, il y a aussi des gens passionnés, mais il y en a qui sont beaucoup moins, qui sont là pour l'étiquette. Bon, écoutez, nous, on ne va pas se plaindre, hein, parce que, je veux dire, on vit aussi, moi j'ai une affaire familiale, c'est une économie, ça me permet aussi de mettre en place une exigence incroyable, de rénover Angélus. Vous avez pu voir des photos qui ont circulé, on vient de passer 2 ans de travaux dans une entreprise familiale où, malgré le fait qu'Angélus, ça fonctionne bien, mais pour aller dans une entreprise familiale chercher... des sommes extrêmement importantes, ce qui est facile dans d'autres propriétés, c'est plus difficile chez nous. Il faut aussi que l'entreprise elle fonctionne bien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui aiment et qui consomment le vin. Les autres, je les regarde, mais sans mépris. On apprécie beaucoup ce que vous disiez dès le départ, hein, comment c'est important de jamais se reposer sur ses lauriers. Hein. C'est un grand terroir, c'est un Angélus, un terroir qui a une longue histoire, mais de s'asseoir sur ses lauriers, ça mènera toujours à une mort lente. C'est magnifique de voir le travail que vous faites, de toujours continuer à rechercher l'excellence, à essayer toutes sortes de nouvelles techniques, mais comme vous dites, en douceur, pas intervenir avec la nature du vin. Donc bravo pour ce magnifique travail, pour partager avec nous ce grand vin. Et je dirais que la passion de Monsieur Deboire de la Forêt est tout à fait, excusez mon québécoisisme, fit très bien avec Montréal Passion Vin. Hein? C'est un événement de gens passionnés. Merci encore aussi à la SAQ, partenaire de cette dégustation. Et encore, Monsieur Deboire de la Forêt, merci infiniment d'avoir partagé avec nous vos enfants, ainsi que tous les autres producteurs qui étaient là. C'est un grand privilège de vous avoir parmi nous. Merci au nom de tous. C'était un privilège partagé. Merci. Absolument partagé. Merci. Est-ce que je vais peut-être prendre juste une question. Allez, on a le temps pour une. 1er millésime 89. Alors, c'est juste un tout petit... Pourquoi on a changé c'était avant l'Angélus, pardon, ouais. Et maintenant, Angélus, on a enlevé l'apostrophe. Alors, c'est pas du tout... je pense que ici, où la notion du français est importante, je disais, ici, il n'y a pas stop sur les panneaux, il y a arrêt, vous dites magasiner, vous parlez de courriel et pas de mail. Donc, je pense que vous savez quand même que le L, quand il y a une apostrophe, n'est pas privatif de la position du A. L'évangile, c'est à E. Dichem, c'est à Y. Vous savez tous tout ça. Donc tous les gens qui ont raconté quelque part que le fait d'avoir enlevé le L, c'était pour être en haut de l'alphabet, c'est une erreur monumentale. L'Angélus a toujours été classé à A. En 1955, le premier classement de Saint-Émilion, l'Angélus était à A. Voilà, donc il y a... Alors pourquoi je l'ai enlevé? Moi je vais vous dire pourquoi. Parce que l'arrivée du computer, des ordinateurs, ont fait que l'ordinateur, il n'est pas très au courant de ce qui se passe sur la langue française, donc il nous a fait descendre à L. Alors ça, j'ai pas supporté, et donc j'ai enlevé le L, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Deboire de la Forêt, merci énormément.
Merci, c'était très généreux. Sophie, s'il vous plaît, Madame Fourcade, merci beaucoup. Très, très belle dégustation. Mes amis le savent ici, je suis un très grand passionné de Saint-Émilion et vous nous avez donné une très belle dégustation. Une grande main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci aussi à Véronique. Véronique qui a fait un travail exceptionnel, n'est-ce pas? Oui. Dans des conditions pas toujours simples. Bravo, Véronique, bravo. On est très, très fiers, très, très fiers. On voudrait que ça continue, n'est-ce pas? On voudrait, mais malheureusement, c'est terminé. Et vous le savez, nous avons besoin de temps pour préparer la grande salle pour le banquet ce soir. Par contre, depuis l'an dernier, vous le savez, nous avons innové. Vous avez le droit de prendre 1 ou 2 verres dans vos mains, aller à l'extérieur et pouvoir jaser. Ça va nous aider énormément. S'il vous plaît, aidez-nous parce que nous accueillons jusqu'à 700 personnes ce soir pour le banquet. Donc, ça sera quelque chose de merveilleux. J'espère que la plupart d'entre vous pourront être avec nous. Encore une fois, une dernière bonne main d'applaudissements pour nos gens de Saint-Émilion. Merci beaucoup. Merci.